Bonjour, c'est Pascal Treffingui. Aujourd'hui, c'est un post un peu différent des précédents. J'avais publié une vidéo sur le nouvel ordre mondial, donc ses propositions et les différentes prophéties, comme celle d'Alois Elmayer et de Chico Xavier, qui annoncerait plutôt conditionnellement le succès du nouvel ordre mondial. Donc, je voudrais revenir avec une nouvelle vidéo pour dire que, évidemment, la proposition de nouvel ordre mondial ne sont pas mon opinion et ne sont pas ce que je souhaite. J'ai eu certains posts désagréables sur Internet, donc j'aimerais y revenir. Il peut paraître curieux de commencer une vidéo sur la survie des peuples face au nouvel ordre mondial par une citation d'Adolf Hitler. Et toutefois, je vais m'y risquer parce que cette citation me semble révélatrice. Donc voici une phrase édifiante qui fut adressée par le dictateur fasciste autrichien à Lord Halifax, qui était l'envoyé du Premier ministre britannique à la Convention de Munich, qui a été donc prononcée dans la résidence du Führer à Obersalzberg le 19 novembre 1937. Donc Hitler dit la chose suivante: il y a deux possibilités pour former des relations entre les peuples: le jeu des forces libres, qui implique le plus souvent une intervention active dans la vie des peuples et pourrait causer de grands bouleversements dans notre culture. La deuxième consiste à admettre, au lieu du jeu des forces libres, la domination d'une intelligence supérieure. Il convient de se rendre compte que cette intelligence supérieure doit apporter les mêmes résultats qui auraient été produits par les forces libres. Au cours de ces dernières années, je me suis demandé si l'humanité moderne était suffisamment raisonnable pour remplacer le jeu libre des forces par une intelligence supérieure. Donc pour Hitler, il y a deux mécanismes. Il y a le déterminisme historique, dont j'ai beaucoup parlé, qui bouleverse les cultures religieuses et les organisations politiques cycliquement. Donc je me suis beaucoup exprimé sur ce déterminisme historique, qui après la fin de la synarchie, qui est donc le modèle de vie, de sédentarité normale dans l'hémisphère nord, a conduit à une lutte des classes et à l'apparition de quatre types de pouvoirs imparfaits. Donc la synarchie est le mode de vie normal, donc on a un nomade sacralisé dans l'hémisphère nord qui domine quatre castes égales entre elles, de combattants, de prêtres, de producteurs et de serviles. C'est ce qu'on appelle donc la synarchie. Et il y a donc quatre régimes imparfaits qui sont la timocratie, lorsque la lutte des classes fait que la caste du clergé prend le pouvoir; l'oligarchie, quand c'est la caste de la noblesse qui prend le pouvoir; dans la lutte des classes toujours, c'est la démocratie lorsque ce sont les fabricants qui prennent le pouvoir; et ensuite donc la tyrannie lorsque ce sont les serviles qui prennent le pouvoir. Donc pour Hitler, il y a ce déterminisme historique donc, qui a été énoncé par Platon, qui de toute façon est implacable. C'est une mécanique implacable qu'on peut ralentir, qu'on peut immobiliser, mais qu'on ne peut pas faire cesser. Mais pour Hitler, il y a aussi une intelligence supérieure. Donc Hitler tenta d'incarner cette intelligence supérieure dans l'organisation au service de sa philosophie nationale socialiste qui s'appelait la SS, ou la section spéciale. Donc face à l'oligarchie anglo-saxonne, le dictateur autrichien opposa un socialisme au service de la nation, qui justifia l'annexion de territoires et la solution finale pour les groupes d'individus indésirables pour son plan, comme les handicapés allemands, les gitans, les roms, donc les juifs, les homosexuels, les francs-maçons, puis en finale les catholiques. À l'heure actuelle, cette intelligence supérieure, comme disait Hitler, est incarnée dans un groupe oligarchique européen qui s'est infiltré dans la démocratie américaine, en a pris le contrôle et tente maintenant d'assurer sa domination par le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une tyrannie mondialiste. Donc, comme dans le schéma d'Hitler, en fait, on a le déterminisme historique et on a une élite, une intelligence supérieure, en fait, qui était pour Hitler les nazis, qui est les banquiers super intelligents, les traders dans les gens du nouvel ordre mondial. Par contre, en Chine, qui a suivi le même déterminisme historique, Mao Zedong s'est inspiré de la philosophie des luttes des classes de Karl Marx, qui est donc basée sur l'analyse de Platon. Donc Platon a juste amputé le propos sur la synarchie, ou le roi philosophe, mais il a repris exactement, donc Karl Marx a repris exactement la philosophie platonicienne, c'est-à-dire le phénomène de lutte des classes. Donc Karl Marx, lui, il a proposé un mode de gouvernement original, qu'a repris Mao Zedong, tout en rejetant le taoïsme qui assurait le fonctionnement de l'empire chinois, donc la synarchie originelle, tout en rejetant le bouddhisme, qui était à la base de la période timocratique de la Chine, et tout en rejetant le confucianisme, donc, qui était l'idéologie de la période pré- et post-coloniale. Mao a pensé qu'une élite intellectuelle pourrait stabiliser la civilisation chinoise sous une forme démocratique, et ainsi empêcher l'émergence d'une tyrannie au service de l'ancienne oligarchie. Donc il a créé le PCC, le Parti communiste chinois, à cette fin, afin de protéger le peuple chinois de la lutte à mort qui était menée contre lui par l'oligarchie occidentale qui était devenue tyrannique avec la complicité de l'oligarchie chinoise. Donc en ce sens, Mao a repris le modèle de la démocratie américaine des pères fondateurs francs-maçons
qui s'était inspiré de l'expérience des Amérindiens. Donc il y a quelque temps, il y a eu une émission sur Arte sur l'apport des cultures amérindiennes où il était tout à fait bien et scientifiquement démontré que les institutions des francs-maçons, pères fondateurs des États-Unis, de la démocratie américaine, s'étaient inspirées d'une expérience démocratique de 600 ans qui avait été faite par les Amérindiens. Donc c'est vrai, les institutions des États-Unis ont été copiées sur un modèle préexistant mis en place dans la région de Washington par les populations amérindiennes depuis plusieurs siècles avant la colonisation. Donc dans ce système, le rite écossais vivait à constituer une élite qui était chargée de conserver et animer cet idéal. Donc on retrouve, comme dans le cas d'Hitler, cette intelligence supérieure qui était une intelligence formée d'un corps de francs-maçons. La création de la Federal Reserve, une banque privée chargée de vendre sa monnaie à l'État américain contre sa propre garantie, a sonné le glas de la démocratie américaine, permettant à l'oligarchie européenne de la mettre au service de ses ambitions de domination mondiale. Donc elle a vaincu les nazis, cette oligarchie, puis elle a vaincu les socialistes russes, dont la démocratie s'est effondrée en 1989 sous le poids du coût du militarisme et la catastrophe écologique de Tchernobyl. La phase autoritaire de la dictature du peuple, qui, comme en Chine, s'est accompagnée de la destruction des symboles de la timocratie, de l'oligarchie, d'un effort de réorientation idéologique de la population, parfois dans le sang, a été utilisée pour discréditer l'idée d'une démocratie populaire. En URSS, la corruption, l'apparition d'une classe de profiteurs de la révolution, les apparatchiks, qui s'enrichissaient au-dessus du peuple et se maintenaient par la terreur de la police politique, ont évidemment discrédité cet idéal donc de démocratie populaire. Donc la démocratie populaire socialiste soviétique a été complètement discréditée par le comportement corrompu des apparatchiks et par la police politique. Donc en ce sens, la singularité de l'expérience chinoise est intéressante. D'abord, la Chine a su conserver en la personne du secrétaire général du Parti communiste une sorte de figure impériale, mais au service de la démocratie et donc du peuple. De plus, la Chine dernièrement a su solutionner en temps l'émergence de deux sous-castes qui menaçaient sa démocratie. Donc la sous-caste des corrompus qui se servaient du Parti communiste pour s'enrichir personnellement, comme en Russie, et celle des nouveaux riches, comme ces oligarques russes après la chute de l'URSS, qui, profitant du marché, se comportaient en nouvelle oligarchie, avec une nette tendance à s'associer aux oligarques tyranniques occidentaux pour s'assurer la domination du peuple chinois. Donc la nomination du camarade secrétaire général du Parti communiste chinois, le camarade Xi Jinping, a relancé l'idéal démocratique et socialiste chinois. Le traitement de la corruption a frappé 1 400 000 citoyens, 1 400 000, et conduit à des punitions allant du rappel à la loi à la peine de mort en passant par la restitution des biens qui avaient été normalement acquis. Donc la deuxième sous-caste, donc après les corrompus, l'oligarchie naissante a été mise au pas avec des procédures allant de la rééducation politique amicale par le Parti communiste chinois à la peine de mort, en passant par le remboursement des subsides de l'État. Donc on a vu que certains milliardaires chinois qui s'étaient enrichis grâce au PCC et au peuple chinois ont fui aux États-Unis, où ils mènent des campagnes contre le peuple chinois, contre le Parti communiste, principalement au nom de la religion et de la liberté des individus à menacer les intérêts de la collectivité et de la civilisation. Cette rapide transformation de la Chine ces 5 dernières années sous le mandat du camarade Xi Jinping a touché tous les secteurs de l'économie et a profité au bien-être du peuple chinois. Donc on a le premier réseau de trains à grande vitesse au monde, une grande révolution des transports des personnes, des marchandises, de l'eau et de l'électricité. La Chine a fait un extraordinaire nouveau bond en avant, devenant la première économie mondiale. Des millions de Chinois sont sortis de la pauvreté. Les infrastructures et les administrations ont atteint un niveau de service qui est inégalé dans le monde. Dans tous les domaines, la Chine est devenue l'exemple à suivre en matière de démocratie et en matière de développement. Mais également, la Chine est devenue le pays le plus écologique au monde, investissant des milliards de yuan hors dans les énergies alternatives et le reboisement. L'économie de marché chinoise, dirigée avec sagesse par le Parti communiste chinois, a été mise au service du bien-être du peuple, mais aussi de ses voisins, avec le projet des routes maritimes et terrestres de la soie. Donc après 100 ans d'humiliation imposée par l'Occident et son oligarchie tyrannique, la Chine est de retour et se pose comme une démocratie, comme la puissance économique et intellectuelle qu'elle a été pendant plusieurs millénaires, rassemblant dans la paix ses 26 ethnies et rayonnant sa haute culture sur l'Asie et maintenant le monde. Face au bien-être retrouvé du peuple chinois et de la vitalité de ses innovations, on doit se demander ce que sont devenues les démocraties occidentales, russes, européennes et la première démocratie au monde, celle des États-Unis. Où vit-on le mieux? Où est-on le plus inventif? Où l'état de droit est-il maintenu pour le bien de tous? Qui veut la paix et qui veut l'amitié entre les peuples? Force est de constater que l'oligarchie financière anglo-saxonne a pris le contrôle de l'Europe et des États-Unis en dominant le marché par des monopoles insolents et en détruisant au nom du libéralisme l'État dont la base nationale a été anéantie. La pauvreté frappe un tiers des habitants des démocraties occidentales
tandis que les grands groupes capitalistiques, qui représentent 1% de la population, ne cessent de voir leur richesse augmenter. Donc face à l'injustice, la révolte des peuples, comme celle des Gilets jaunes, a été contenue, maintenue par des mesures de police exceptionnelles comme la terreur d'État, donc on pense à tous ces attentats sous fausse bannière, et le contrôle de la population par l'hypnose synthétique qui est menée par les services de renseignement occidentaux, et aussi la suspension des droits démocratiques avec l'instauration de l'état d'urgence. Cette politique a marqué la fin de la démocratie, telle que Platon l'a définissait. Donc il n'y a plus de démocratie en Occident, nous sommes entrés dans une soft tyrannie, mais nous sommes entrés dans une tyrannie de l'oligarchie financière. Ce qui est intéressant maintenant est de savoir quelle est l'idéologie de cette oligarchie financière qui est devenue tyrannique et qui menace donc la démocratie occidentale. Principalement, cette oligarchie tyrannique veut exterminer le peuple, dissoudre les différences ethniques et culturelles et diriger la nature par l'ingénierie génétique. Donc cette triple thématique, donc extermination de la population mondiale, abolition des différences ethniques et direction de la nature par l'ingénierie génétique, a été gravée dans le marbre par l'ordre de Néo-Rose-Croix dans les Guidestones de Géorgie. Les Guidestones, donc près de lieu où a été fabriquée la réserve fédérale, et une émanation du rite écossais, qui était donc l'épine dorsale de la démocratie américaine, mais qui a été reprise en main au service de la finance par Albert Pike. Donc la Chine est le seul État à avoir refusé cette politique en réformant sa législation sur la natalité. On peut désormais avoir plus d'enfants en Chine, en investissant massivement dans la promotion du folklore populaire et en orientant sa production vers l'agriculture biologique raisonnée et le respect de l'environnement. Donc, exactement au contraire des Guidestones, la Chine est rentrée dans une politique de natalité raisonnée, elle est rentrée dans une politique écologiste et de promotion du folklore et de l'ethnicisme. Donc la Chine a promu depuis 5 ans une vaste politique de développement des campagnes afin de limiter la croissance des villes qui sont négatrices d'ailleurs de l'identité rurale, de l'identité ethnique. Et elle essaye, donc, et elle a réussi, donc le Parti communiste a réussi à maintenir un niveau de bien-être des populations rurales. Donc qui peut en dire autant en Occident ou aux États-Unis, comme en Europe, comme en Russie, on voit les campagnes se désertifier et les peuples aller vivre et se déculturer, s'acculturer dans les grandes mégapoles. La Russie, il est vrai, est entrée dans une stratégie de confrontation militaire avec l'oligarchie tyrannique mondialiste, ce qui a eu pour effet de conduire à son isolement commercial, puisqu'elle est sortie du G8, et la prise de sanctions économiques qui menacent le bien-être et la liberté de sa population. Le problème de la corruption et de l'existence d'une caste de super profiteurs, qui sont des tendances héritées de l'URSS, est revenu dans la Russie de Poutine et menace la paix sociale russe. L'Europe, quant à elle, est au bord de la guerre civile, les populistes et les nationalistes ravivant la fascination pour les errements de la période fasciste. Face au déterminisme historique qui conduit l'Occident à sa destruction, la domination d'une intelligence supérieure en Chine, qui est incarnée par le Parti communiste chinois, est maintenant le seul rempart contre le chaos que plusieurs grands voyants ont annoncé pour le monde. Plus que jamais, la Chine est le pôle de la civilisation humaine, le dernier qui reste face à une oligarchie tyrannique qui entend finir avec l'homme et transformer la nature selon ses intérêts et les vues de son messianisme. Pour ma part, c'est conscient de ce choix, et bien qu'issu de la noblesse et synarchiste, que j'ai adhéré en 2007 à l'Internationale socialiste par le biais du Parti des travailleurs luxembourgeois, LSAP, alors que je venais d'être informé, on dit fin 2006, début 2007, de la crise financière qui a été organisée par un cartel de banquiers messianistes anglo-saxons sur le modèle de 1929, et qui entendait ruiner de nouveau les peuples et amener à une nouvelle guerre mondiale. Donc nous-mêmes, confrontés que nous sommes à l'impossibilité de rétablir la synarchie, et face aux menaces qui sont clairement énoncées, et sans doute inévitables, la Chine offre la dernière chance à la paix mondiale entre les peuples et avec la nature. Vraiment, cela vaut le coup d'aider la Chine, ne serait-ce qu'en valorisant son effort de réforme et de transformation mené par le camarade secrétaire général du Parti communiste, Xi Jinping. Pour ce qui est des homosexuels, le crime de sodomie, qui était hérité de la culture occidentale, a été abrogé du code pénal en 1997. La nouvelle classification des désordres mentaux et leurs critères de diagnostic en Chine a supprimé l'homosexualité de la liste des maladies mentales en 2013. Alors que les lobbies protestants américains font toujours pression à Taïwan, le sujet du mariage pour tous a déjà été discuté à l'Assemblée nationale populaire de Chine, en Chine continentale, et les principaux médias chinois sont ouvertement favorables à cette idée. J'ai eu connaissance personnellement de membres du Parti communiste chinois qui ont aidé de nombreuses familles en accompagnant le coming out de leurs enfants homosexuels. Et j'ai aussi connaissance d'amis
de personnes qui sont au sein de l'armée chinoise qui ont dit qu'ils étaient homosexuels et qui ne souffrent d'aucune discrimination et aucune persécution. Donc là, une fois de plus, on voit que la Chine est en avance. Il y a des reportages d'ailleurs qui peuvent documenter ces choses-là, qui sont sortis, qui sont visibles sur l'internet chinois comme sur l'internet occidental, et notamment un reportage sur Netflix. Donc la Chine est désormais un modèle dans l'intégration de tous ses citoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle, et cela tranche avec le comportement homophobe des autorités russes et américaines sur le sujet, ainsi que l'hypocrisie de la police et des services de renseignement français, qui, bien que l'homosexualité ne soit plus criminalisée, dans la mesure où 57% d'entre eux votent pour le Front National et ont participé aux manifs pour tous, il y a un comportement qui est toujours homophobe à l'intérieur de la police française en violation de la loi. Tout ça, ça n'existe plus en Chine. Donc plus que jamais, la Chine est un exemple de démocratie et on doit soutenir la Chine. C'est la dernière chance qui nous reste pour la population mondiale, pour la paix, pour la protection de la nature. Donc plus que jamais, soutenons nos amis chinois, soutenons le camarade Xi Jinping. Vive le Parti communiste chinois, vive la nature et vive l'humanité.